Déjà, la télévision, bon. Succès à la télévision, bon. D'être reconnu dans la rue, bon. Mais pour moi, c'est lunaire. Ouais. C'est lunaire, mais c'est très agréable, c'est super flatteur et ça s'est toujours bien passé, mais c'était lunaire pour moi. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les Quadras ? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les Quadras ? Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que je reçois quelqu'un dont le prénom et le sourire a marqué toute une génération, la nôtre, les Quadras. Des tournages des sitcoms AB à la scène. Elle vient d'ailleurs de sortir son premier single, Dernier baiser. Et elle a aussi une vie d'engagement. Aujourd'hui, je suis très heureux, vraiment, de recevoir Lali Maignan. Lali, bonjour, comment ça va ? Mais bonjour Camille, mais tu m'as tellement bien présenté. J'ai intérêt à être à la hauteur. Bon, c'est bon, on peut arrêter l'interview. Voilà, merci beaucoup, c'était sympa. Allez. Mais non, mais parce que c'est vrai, c'est ce que je te disais en off. Enfin, quand j'ai dit aux gens que je te recevais, à mes potes, etc., mais ils sont tous comme des dingues. Je pense que tu étais vraiment... Wow. Bah d'ailleurs, tiens, ça va être ma première question. Allez, vas-y, je suis prête. Oui. Alors, ça fait quoi d'être une idole pour les Quadras que nous sommes, nous, aujourd'hui, et même pour les générations qu'on suivit ? Alors, c'est drôle parce que le mot idole, tu vois, c'est bien la première fois que quelqu'un l'emploie comme ça. Ouais. Et en fait, ça fait... tu te dis, mais en fait, j'ai pas fait grand-chose pour en arriver là. J'ai juste fait mon boulot. C'est super flatteur. C'est très sympa au début. Hein, oui, c'est très flatteur. Après, tu te dis, c'est un peu usurpé parce que j'ai pas fait grand-chose. Et après, tu te dis, zut, quand même, le temps est passé très très vite, j'ai rien vu. Est-ce que tu as vu le temps passer ? Parce que c'est là où je te dis, je parle des générations Quadras. Moi, j'ai déjà l'impression de me sentir, d'avoir passé une étape. Moi, j'ai 10 ans de plus, donc tu vois, voilà. Et donc, d'être autant aimé par justement cette génération-là qu'on est nous. C'est super flatteur. Et effectivement, je te dis, c'est d'autant plus flatteur que c'est pas des enfants de 15 ans, c'est pas une petite mode comme ça. Et sincèrement, ça t'apporte une notion du temps qui est quand même assez sympathique. Tu vois, parce que tu dis, bon, allez, j'ai pas l'impression d'avoir fait, j'ai pas eu de prix Nobel, j'ai pas fait de choses extraordinaires dans ma vie, mais si j'ai pu faire ça. T'as vu donc toutes ces générations grandir avec toi ? Ouais. Quel regard tu portes sur cette évolution des gens qu'on continue à suivre, tout ce que tu fais, qui te suivent encore aujourd'hui ? Moi, j'ai beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui me suivent en général, tu vois, et qui me suivent de génération en génération. C'est-à-dire qu'il y a même les enfants. C'est ça. Voilà, les enfants, les petits qui sont plus jeunes. Donc, j'ai pas mal de tendresse et j'en ai d'autant plus que... Aujourd'hui, tu vois, avec mon autre boulot, mon activité principale aujourd'hui, je vois des enfants, des gamins qui ont une quinzaine d'années et qui ont besoin de sourire, qui ont besoin de calme, qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus simple et qui ont besoin de juste, voilà, c'est ça, quelque chose de plus simple et quelque chose qui laisse un peu de positif quelque part. Donc, je suis assez contente que ce projet-là, cette série-là, tout ce temps passé m'ait permis d'abord d'arriver là où je suis et d'autre part me mettre en contact avec ces gens-là à qui ça apporte malgré tout, et au-delà du côté thérapeutique, quelque chose de positif, un peu de sourire, un peu de calme, quoi. Et donc cet autre métier à côté, on peut en parler. Donc c'est de la sophrologie, c'est ça ? Oui, je suis sophrologue, je suis coach, j'ai été prof de théâtre, c'est un grand mot, d'art dramatique, de tout ce que tu veux, c'était des ateliers. Moi, j'ai pas une carrière de théâtre énorme, mais j'ai décidé de partir à la campagne
Et je suis arrivée dans une région où il y avait des cours de théâtre, des choses très, très classiques et très, très... oui, très, très classique, très orthodoxe. Et je suis arrivée avec ma sophro, et puis je suis arrivée avec mon expérience, parce que malgré tout, tout ce qu'on a appris sur les plateaux de télé, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un travail rapide, efficace, en place tout de suite, une mise en place, et puis c'est parti, on shoot, quoi. Donc, j'ai apporté ces techniques, et puis les techniques que j'ai apprises dans toutes les formations de théâtre que j'ai reçues, dans toutes les pièces, dans toutes les expériences. La dernière, c'était avec Alil Vardar, où au Théâtre de Paris, on a travaillé sur... moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui, et toutes les techniques de comédie. Il m'a appris beaucoup. C'était vraiment une belle expérience. Et donc voilà, me voilà arrivée là-bas en train de dire je vais créer un groupe, un atelier de théâtre. C'était pas pompeux, c'était pas un cours de théâtre, c'était un atelier. Au début, ça a été reçu un peu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut. Bon, très bien. Puis finalement, j'ai eu les adultes, j'ai eu les ados, j'ai eu les enfants. Ça a duré jusqu'au Covid. Et ça a été une très, très belle expérience. Et ça les met en confiance, le fait que ce soit toi? Oui. Alors, j'ai trouvé ça complètement... j'avais l'impression d'être un imposteur. Ouais. Parce qu'on m'a dit, non, mais c'est mieux si c'est vous. Alors, moi, par exemple, il y a des gens qui viennent en consultation, et je leur dis, mais vous avez des sophrologues à côté de chez vous, c'est plus facile. Ouais, mais c'est mieux si c'est vous. Et je leur ai dit, mais vous ne savez pas, en fait. Donc, si, je vous ai vu à la télé. C'est ça, je vous ai vu à la télé. Alors, je dis, non, mais il ne faut pas tout mélanger. Donc, souvent, au départ, j'avais comme ça une espèce de petite demi-heure rectificative en début de séance. Et puis très vite, c'est tombé, parce que les gens ont vu que je faisais vraiment des choses sérieusement. Alors, oui, j'ai toujours mais c'est mieux si c'est vous, mais c'est fondé sur d'autres trucs, parce que du coup, entre-temps, j'ai travaillé dans des associations, j'ai travaillé dans plein de choses, et les retombées sont plutôt... les gens sont plutôt contents. C'est important, l'humain, pour toi? C'est primordial. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi ton pote, c'est ChatGPT. Hein. Ouais. Ton psy, c'est ChatGPT. Donc, c'est super important. Moi, je suis absolument consciente. Il ne faut pas vivre sans la technologie et tout ça, c'est bien. Mais c'est nous qui avons les pattes au casque. C'est nous qui avons les moments où on ne sait pas pourquoi, on va mettre du rouge au milieu du bleu. C'est nous qui avons ces moments de création, de désarroi et puis de bonheur. Et ça, il n'y a aucune machine qui puisse le créer, ça. C'est marrant parce que, tu vois, quand je te dis c'est important l'humain, et c'est vrai que tu dégages une certaine douceur, quelque chose de très agréable. Oui, non, mais en tout cas, c'est ce que tu dégages. Mais ce que je trouve très drôle, c'est qu'à l'époque des sitcoms, c'est pour ça qu'on t'aimait, en fait. C'est ce que tu dégageais, c'est ce qui fait que les gens s'attachaient beaucoup plus à ton personnage, et encore plus à toi, j'imagine, aussi, par rapport à ton boulot aujourd'hui, etc. Donc, c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, à propos des sitcoms, on va en parler un petit peu quand même. Comment t'es arrivé dans ces sitcoms? Comment tu t'es retrouvé au casting? Ça fait 15 fois que je la raconte. Ah oui, je sais, mais il faut bien que tu la racontes. J'étais étudiante aux Beaux-Arts. Et j'étais étudiante plusieurs années de ma vie, mais bon, là, j'étais aux Beaux-Arts. Et j'étais dans une agence de mannequins où je faisais des petites photos. Moi, je n'étais pas assez grande, pas assez fine, pas assez. Pour être un super mannequin. Je suis pas assez. Je suis mannequin, pas assez. Et donc, j'ai une copine qui me dit, moi, j'ai un casting et une audition, parce qu'on avait des castings, puis des auditions, enfin, on faisait un peu de tout. Et elle me dit, c'est à Saint-Denis, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Je dis, bon, écoute, tu sais quoi, je vais avec toi. Et puis souvent, on s'accompagnait comme ça pour les castings et tout. Et donc, arrivé là-bas, je vois qu'on peut s'inscrire pour faire la figure. Alors, je me dis, tiens, génial, je vais faire ça. Et je vais pour m'inscrire. Et la fille qui sort, je crois que c'est Valérie Xaé qui est sortie à ce moment-là, et qui me dit, mais puisque tu es là, passe le casting. Et je dis, moi, j'ai jamais pris un cours de théâtre de ma vie. J'ai jamais appris un texte de ma vie, à part pour faire des pubs. Voilà, c'est tout. J'ai pris des cours de danse, mais bon, le reste, je connais pas.
Et elle me dit, mais c'est pas grave, tu passes le rôle. Donc j'ai passé le rôle quand même. Et puis on m'a emmenée dans le bureau de monsieur Jean-Luc Azoulay. Donc voilà, on m'a demandé si j'étais sportive, si j'avais une bonne mémoire, si tout ça fonctionnait bien là. Et je dis, bah ouais, ça marche. Donc on m'a dit, bah tu vas essayer. J'ai dit, ok. Tu te rendais compte du succès que ça avait quand tu étais dedans? Ah non, pas du tout. Alors moi, j'ai jamais eu la télé, j'ai pas. C'est pour ça que je te pose la question, parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc c'est... Non, pas du tout. Alors, je n'avais pas la télé, donc on m'a donné une VHS. On m'en a donné 2. Parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Et donc moi, j'ai dit, bon, je vais regarder. Donc j'ai regardé chez moi, je dis, bon, ça a l'air facile, ça va, ça n'a pas trop prise de tête au niveau des textes, c'est cool. Et puis, j'ai commencé à en parler à des copains, des copines et tout. Et ils m'ont dit, ah, mais tu te rends pas compte de l'endroit où tu mets les pieds? Et j'ai dit, bah non, écoute, ça va. En plus, j'ai un petit rôle de rien. J'y vais 3 fois dans la semaine, ça va. Bon. Et en fait, c'est quand j'ai pris le métro, il y avait un écart entre la diffusion et le moment où on tournait. Il devait y avoir 1 mois et demi, 2 mois. Et un jour, je prends le métro. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais plus prendre le métro parce que je prenais le RER pour aller tourner avec la farde à dessin et puis après repartir, aller dans le cœur de Paris aux Beaux-Arts. Et la lit dans le métro. Ouais, c'est ça. Et un jour, j'ai pas pu prendre le métro normalement. Ah ouais, et puis et je suis même allée, je suis allée acheter du thé je crois que c'était chez Marks & Spencer ou un truc comme ça, tu vois. Petit thé anglais et tout. Et donc, je suis sortie de là et il y a eu un double take d'une nana, 2 nanas, 3 nanas. Et j'ai fait, bon, allez, c'est mort. Ça y est. Et voilà, c'était fini. T'avais quel rapport avec le succès, toi? J'ai pas de rapport avec le succès. Non, mais j'ai pas de... À chaque fois, les gens me sont... Il y en a qui se gargarisent de ça, il y en a que ça dérange. Alors, personnellement, tu vois... nous, on est une famille... Moi, j'ai une éducation assez les pieds sur terre, quoi. Tu vois, donc... avec des parents qui ont toujours bossé pour y arriver et qui ont bien travaillé et qui sont arrivés là où ils sont. Enfin, tu vois, c'était grâce au travail. En plus, mère dans le milieu hospitalier, donc tu vois, vraiment... voilà. Donc, comment te dire que déjà, la télévision, bon... succès à la télévision, bon. D'être reconnu dans la rue, bon. Mais pour moi, c'est lunaire. Oui. C'est lunaire, mais c'est très agréable, c'est super flatteur et ça s'est toujours bien passé, mais c'était lunaire pour moi. Je comprenais pas pourquoi, vraiment. J'aurais été prix Nobel, j'aurais écrit 4 romans, fait 12 films, oui. Là, oui. Mais là, je comprenais pas. T'as l'impression pourquoi. que c'était pas mérité. Ouais, c'est pas mérité. Tu vois, moi, un jour, j'ai vu Jean-Hugues Anglade dans la rue. Oui. J'avais vu La Reine Margot. J'étais en arrêt devant Jean-Hugues Anglade et j'étais avec un ami. Il me dit, mais va le voir, va le voir. Et je dis, mais je peux pas. J'avais l'impression de voir une apparition. Ouais, bien tu sûr. vois. Et ici, le lendemain, j'avais rencontré, je sais pas, quelqu'un de la télé dans la rue. Alors déjà, en plus, je suis nulle en télé, donc je peux pas te donner un nom d'animateur. Mais il y a, voilà. Eh bien, j'aurais dit, bon, ben, c'est quelqu'un de la télé, ok, super. Ouais. C'était pas... Il y a pas de... je suis très classique là-dessus. Pour moi, le cinéma, les spectacles, Broadway, tout ça, c'est waouh. Mais la télé, bon, bah, c'est la télé, quoi. C'est marrant, c'est mon père qui a ce discours-là, parce que moi j'ai fait un peu de télé aussi sur M6 il y a quelques années, et mon père n'a jamais regardé, pas une seule fois, alors que je passais tous les jours. Hein. Et pour mon père, c'était pareil. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas... Et comme il me disait, oui, bah, tu joueras avec les Stones, tu joues de la guitare derrière eux, ouais, là, c'est bon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui rêvent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois les TikTok, les machins, les gens qui se mettent par terre juste pour passer à l'image, pour avoir un peu de notoriété, je me dis, mais on a déplacé le problème, ça va pas du tout, quoi. On est vraiment à côté de nos pompes. Vraiment, mais vraiment. Et c'est bien que tu abordes ça maintenant, c'était pour plus tard, mais Allons-y. non, mais moi, tu sais, je mélange tout. Allons-y, franchement. On va revenir à ça. Oui, tout va bien. Justement, c'est quoi ton regard par rapport à ces célébrités TikTok, quoi, tu vois, enfin... Je suis très très partagée entre oh là là et oh là là, quoi. Vraiment, j'ai pas de... Déjà, vouloir absolument être à l'image, être reconnu, je comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, ça représente un manque d'amour, de folie. C'est quelqu'un qui, pour moi,
voilà, je vois des gamines qui viennent et qui ont besoin de se faire connaître, qui sont sur leur téléphone toute la journée. Et la validation des autres, quoi. Et qui ont besoin de la validation, exactement, des autres pour exister. Et ça me fait mal au cœur parce que ce sont des petites nanas ou des petits mecs super sympas qui ont plein de trucs à faire et qui veulent rentrer dans un moule. Bon. Ok. Après, le travail de l'image, tout est trafiqué. Hein, tu le vois, tout a des 50 000 filtres et tout. Et donc, ça dévie complètement la réalité. Et d'autre part, ça laisse une porte ouverte pour finir à tous les gens qui sont tellement mécontents de leur vie, mais tellement pas heureux, qui n'attendent qu'un truc, c'est voir une image pour déglinguer la personne qui passe à l'image. Et donc, tu as tous les grossophobes, tu as tous les vieillophobes, tu as tous les pourritophobes, enfin, tu as tous les phobes possibles qui ont la porte ouverte au désespoir et qui vont balancer des pavés. Moi, ça me pose un problème. Mais bon, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas là pour... C'est vrai que l'avantage qu'il y avait, quand par exemple toi tu faisais les sitcoms, tu n'avais pas ce retour direct des gens qui se permettent un commentaire, etc. Mais on évolue, je vais dire, on évolue, c'est très bien, il faut qu'il y ait de plus en plus de médias, de choses comme ça et tout. Ok, mais ça dévie le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui ne vivent qu'à travers ça bien sûr. Et qui sont complètement, qui sont bipolaires, qui vont avoir des vrais problèmes d'identité et qui n'ont plus les pieds dans la réalité. Ouais. Et en revanche, quand ils prennent une critique, quand ils prennent du harcèlement en pleine face au lycée ou alors comme ça, juste de façon virtuelle, en plus, ce sont des gens qui ne connaissent même pas, ils vont partir en dépression, voire plus, voire pire, et c'est irrémédiable. Donc, moi, c'est ce truc-là qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'échelle humaine, entre guillemets. On est sur des 60 millions de cas. Tu as combien de cas ? Moi, j'ai tant de cas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ? Pour moi, ça n'a plus de sens. Ça, je regardais sur Instagram, je tombe sur la story de la fille d'une amie qui doit avoir 16 ans. Et elle s'était fait bloquer son Snapchat. Et elle avait fait une capture d'écran de Snapchat l'avait bloqué. Pourquoi ? J'en sais rien. Et elle suppliait Snapchat de lui remettre... Mais c'est-à-dire qu'on avait l'impression que sa vie était en jeu. Oui, c'est ça. Mais elle suppliait vraiment, au terme supplier, quoi. Sa vie est sûrement sur la balance. Mais c'est un truc de fou. Le temps d'écran J'ai entendu une étude sur le temps d'écran des 3-5 ans. Ils sont à 1h30 de temps d'écran par jour. Par jour. 1h30 de temps d'écran par jour. C'est que ça commence super tôt. On leur donne le téléphone, tiens, vas-y, écoute, tu sais quoi, je vais faire la cuisine, regarde ton truc, et salut, quoi. J'en déduis que c'est pas comme ça chez toi. Nous, on avait... Les enfants, ils vont me détester. On n'avait pas de... Alors, non, j'avais pas la télé. Quand je dis chez toi, dans ton modèle d'éducation. Hein. Voilà, dans mon modèle... On n'avait pas la télévision. Alors, les enfants, je disais, venez, on va regarder un docu. Qu'est-ce que tu as envie de regarder ? Alors, les enfants... Les enfants n'étaient pas toujours très heureux, mais bon, après on sortait, on allait au cinéma et si on voulait voir un film, on chargeait le film ou alors on allait louer le film ou un truc, bon voilà. Mais j'ai jamais été anti, mais j'ai jamais été pour. Donc voilà, ils ont eu une console de jeu, ils ont eu machin, mais à tel âge, le téléphone, c'est pas à table, c'est pas dans la maison, tu vas te coucher, tu poses ton téléphone, salut, tu dors. Après, ça entraîne des guerres, mais il faut savoir tenir une position aussi, quoi, parce que c'est trop facile. Les enfants, ils sont vieux maintenant. Enfin, ils ont plus de 20 ans. Non, mais ils sont vieux, ils ont 20 ans. C'est pas la génération d'aujourd'hui. La génération à partir de 2006-2007, c'est fini, quoi. Ils sont nés avec le téléphone. J'ai travaillé dans un collège. Pendant un moment, j'avais besoin de quitter un peu des trucs. Et pendant un an, j'ai fait un peu le pion et je leur donnais des cours de médias. C'est une bonne expérience. Ouais, parce que j'ai besoin de me reconnecter à l'humain et donc je me suis dit que les ados seraient l'exemple parfait. Il y a un truc qui me faisait halluciner et je te jure que c'est vrai. Ils n'ont donc pas le droit au portable dans le collège. Ouais. Ils passaient la grille, c'est-à-dire que leurs pieds n'avaient pas touché le sol en passant la grille. Le portable était déjà sorti. Ouais, il est dégainé. Ouais, bien sûr. Mais quand je te dis halluciné, et je veux pas faire mon vieux réac, moi aussi je suis souvent sur mon tel, etc. Mais là, c'était impressionnant. Et ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand ils étaient genre 4-5 comme ça en rond, ils se parlaient pas. Oui, ils sont assis, ils peuvent même échanger par téléphone alors qu'ils sont à côté. Bon, c'est lié à la génération. Écoute. Bon, de toute façon, on ne pourra rien faire. Et à propos de génération, donc je reviens juste 2 secondes au sitcom. C'était quoi une journée type ? C'était une cadence infernale ou tu avais une vie plutôt en dehors des tournages ? C'était cool.
On arrivait sur le plateau vers 7h à peu près. On se faisait maquiller. À 8h, on était sur le plateau. PAT, c'est-à-dire prêt à tourner. Donc habillé, lavé, maquillé, coiffé, tout bien, impeccable. Et on a la fameuse mise en place. On a le texte à la main, on nous fait la mise en place. On nous dit, voilà, tu vas là, tu fais ça, tu fais là. Ok, bon, très bien. Après, tu vas dans une salle, tu fais 3 italiennes. Et après, tu vas sur le plateau. Il y a 4 caméras ou 3 caméras et on shoot. D'accord. Et ça, c'est toute la journée. Et c'était toute la journée comme ça. Et à l'époque, moi je me souviens sur les plateaux, on faisait pratiquement un épisode par jour. Donc, c'est-à-dire 25 minutes. C'est fou. Ce qui est Et ça pendant une délirant. semaine. Oui. Donc, alors, tu n'es pas dans toutes les séquences. Donc, tu as des moments de break, tu peux te reposer et tout. Mais tu arrives le matin, tu pars le soir. Donc, c'est parce qu'on tourne par décor, on ne tourne pas par personnage. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, il y en a qui ont des impératifs. Et voilà, bon. Mais c'est... après... C'est une belle école. Il y en a qui payent très cher pour avoir cette expérience. C'est une belle école. Avec le recul, qu'est-ce que tu gardes de plus précieux de ces années-là? Mes enfants. Ça, c'est la maman qui parle. Je plaisante. Mais qu'à moitié. C'est vraiment l'expérience humaine. Ouais. Parce qu'on a quand même travaillé main dans la main. Tu vois, quand on te dit qu'un film, c'est un bateau, un navire, il y a le capitaine, tout le monde va ensemble dans le même, vers le même port, de l'autre côté de l'Atlantique. Et ben, c'est exactement ça. Et nous, on a vraiment travaillé pendant des années avec une équipe technique qui nous a toujours soutenus et qu'on a toujours soutenus, main dans la main. Et on mangeait ensemble. Enfin, tu vois, on était ensemble. Il n'y avait pas de clivage. Et vraiment, une belle leçon d'humilité parce que j'ai quand même travaillé... ça fait combien de temps que je connais Hélène maintenant? Ça fait longtemps. Dieu sait si elle en a fait des Bercy. Dieu sait si elle a fait des scènes. Dieu sait si elle a travaillé comme une folle, si elle est demandée partout. Elle a vécu avec des draps à ses fenêtres. Elle a vécu... Elle n'a jamais eu la grosse tête. C'est une leçon d'humilité, cette fille. Ah ouais. Elle bosse, elle rentre, elle s'occupe de sa famille, elle fait sa vie et elle bosse. Donc tu me disais, donc Hélène avait fait de la scène. Donc, j'imagine que tu es montée avec elle sur scène puisque tu as sorti un titre qui s'appelle Dernier baiser. Tu l'as joué avec elle sur scène ou Ah non, pas du tout. Non. Alors on est monté sur scène par accident. Parce que j'ai vu un commentaire sur Instagram, une dame qui te dit j'ai adoré te voir sur scène avec Hélène. Alors, ça s'est passé comme ça. Hélène préparait un concert, voilà, et elle a dit les filles, ce serait cool que vous veniez sur scène et tout. Alors on a dit ok, d'accord. Donc il y avait Cathy, Laure, moi. Et donc c'est parti d'une idée comme ça en l'air. Et c'était très sympathique. Moi j'ai trouvé ça super. Puis moi dans ma tête je me disais c'est super, ça me fait un galop d'essai. Du coup je me rends compte de ce que c'est que d'être sur une scène en train de chanter sa petite chanson. Parce qu'à mon avis on est comme ça. C'est pas pareil que quand on est dans une pièce de théâtre, on est plusieurs. Et après ça a été mais finalement vous pourriez faire quelques pas de danse. Finalement vous allez en chanter 2. D'accord. Donc non, c'était une très très belle opportunité et ça a été un très joli cadeau. Et donc c'est à cette occasion que je me suis retrouvée sur scène. C'est pour son concert à elle. On n'a pas chanté du tout une de mes chansons, puisqu'à l'époque j'étais encore en train de bosser en studio. Et non, c'était une très très belle occasion. Pourquoi tu l'as pas fait avant, la musique, la scène? Alors j'en ai fait en fait avant. En fait. Quand je suis arrivée dans la série, je suis franco-brésilienne, Jean-Luc Azoulay me dit viens, tu vas chanter en brésilien. Une chanson? Non, tu vas chanter une chanson brésilienne. Je dis super, oui, d'accord. Bon, je suis pas un super pinson, mais bon, je me débrouille. On y va. Bon, on y va. Puis il me dit on devrait la chanter en français quand même, comme ça c'est... Et moi je lui dis non, non, c'est pas possible. Et j'ai mis fin à l'idée. Parce que j'étais jeune et que je me disais, je vois pas comment une chanson brésilienne interprétée en français, à quel moment ça peut marcher. Bon. Aujourd'hui, ça marche super bien. Cet album, Jean-Luc m'a aidé, mais pas du tout dans la composition, pas du tout dans l'artistique, mais vraiment un appui comme un ami. Donc moi, je joue de la musique depuis que je suis petite, je joue du piano, donc j'ai trouvé ça super lourd à trimballer un piano, donc j'ai appris la guitare. Mais bling, 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 tu vois, les accords pour accompagner. Et puis, je change de région et j'ai un pote qui s'appelle Johan qui me dit mais nous, on a un groupe, c'est un groupe de reprise, viens chanter avec nous. Ouais.
Alors, je dis, bon, d'accord. Et pendant 4 ans, on a fait... Ah on oui, s'est donc ça amusé à faire, dans ce groupe de reprises, hein, le Big Pep, on s'est amusé à faire, tu vois, des reprises et tout, avec un super groupe. Lui, Johan, mon pote, c'est un batteur. Vraiment, c'est une belle opportunité. Et puis, de mon côté, moi, je travaillais sur GarageBand. Et puis, un jour, j'ai Ludo, mon super copain, qui m'a dit, mais écoute... fais-moi écouter un peu ce que tu fais là et tout. Et donc je fais écouter, il me dit mais non mais il faut le faire en fait. Arrête de faire ta musique dans ta chambre là. C'est bon, on va le faire. Et donc c'est là que Jean-Luc m'a dit je vais te donner un coup de main. Et donc tu as cet album qui sort. Le pull, ouais. Le pull. Moi j'aime bien le titre, le pull. Je trouve ça très joli. Donc ce premier extrait, ce premier morceau, Dernier baiser que tu as sorti, tu la trouves où ta créativité ? Je la trouve où ? Je sais pas. J'ai toujours... alors, l'écriture de texte, j'ai toujours... alors, Dernier baiser, c'est une reprise, hein, on est d'accord. Mais en général, les textes... Moi, j'ai toujours écrit quand ça va pas, quand ça va bien. J'ai toujours un truc pour écrire. Tu vois, j'ai un carnet dans mon sac, tout, bim, j'écris. Et donc, je te dis, une fois que j'ai découvert qu'on pouvait en plus créer de la musique... merveille. Et donc j'ai décidé, mais je fais des trucs pourris, mais vraiment bien pourris. Ne dévalorise pas. Non, mais où je m'amuse bien. Et en fait, j'ai toujours écouté de la musique en pensant à des scènes comme des scènes de films. Donc les mots viennent tout seuls. Et j'ai toujours écrit des textes en ayant de la musique dans la tête. Donc quand je me lève le matin, tu vois, j'ai déjà le symphonique, là, le philharmonique dans la tête, et je pars, j'écoute vraiment de tout. Donc, voilà. Il y a des thèmes, des choses qui te parlent plus à aborder dans tes chansons ? J'ai beaucoup de thèmes qui tournent autour du rapport homme-femme, parce que je trouve que c'est intarissable. Et puis parce que ça s'écrit comme ça. J'ai des thèmes aussi comme il y a beaucoup le rapport homme-femme, et puis après le reste, c'est ce qui vient. Ouais. C'est ce qui vient. J'arrive pas à... C'est compliqué de parler de ce qu'on fait. Hein. Ouais. Mais c'est beaucoup le rapport humain, quoi. D'accord. Tout simplement. Mais bon, c'est très bien parce que ça marche. C'est un bon sujet. Mais c'est bien, c'est bien. C'est intarissable. Ouais. Et à propos de thèmes et de choses qui peuvent te toucher, sur ton Instagram, j'ai pu le voir un peu plus. Tu es très engagé dans la cause animale. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ce... Il y a une photo qui m'a fait beaucoup rire. T'es avec un chien, je crois que tu fais un doigt d'honneur. Oui, c'est pour une association pour les 4 pattes. Et c'est ma copine Manuela Lopez qui faisait Manuela dans la série, qui m'appelle et qui me dit « Ouais, j'ai un truc, c'est pour les chiens abandonnés, ça va pas du tout. Viens, moi je les soutiens et tout. » J'ai dit « Il n'y a pas de souci, je les soutiens. » Elle me dit « La photo, tu fais un doigt d'honneur. » J'ai dit « Oh waouh !» J'ai fait « Ah bon, d'accord, ok. » Donc j'ai on te sent investi dans ce doigt d'honneur quand on voit. On a des chiens à la maison. Et j'ai un chien qui, malheureusement, quand il avait 8 mois, il s'est fait taper par une voiture. Ouais. Et le type est parti. Et donc, j'ai pensé très fortement à ce monsieur. Et j'ai fait une photo avec mon chien, Largo, qui est un très beau chien que j'adore. C'est mon chéri. Secrètement, je suis amoureuse de lui. Et j'ai pensé à ce type-là. Et j'ai fait mon doigt d'honneur en pensant à cet accident. Et donc, tu fais partie d'associations... pour la cause animale aujourd'hui ou... Ça a été une demande. Et en général, il y a tellement d'animaux, il y a tellement d'associations que, bon, si on me demande, moi je suis là, mais je travaille aussi pour les humains, donc oui. J'allais y venir. De toute façon, l'engagement associatif chez toi, il est quand même assez fort. Je pense que ça va, oui. D'où cet amour de l'humain, je pense. Tu m'as parlé d'une autre association avec laquelle tu œuvres. Alors, c'est KDVF. En fait, je travaille avec 2 associations. Il y a KDVF, c'est pour les enfants qui sont atteints du syndrome de Coelen-de-Vries. C'est une maladie rare, une maladie qui touche qui a des symptômes qui touchent le domaine neurologique. Et en ce moment, ils sont en train de lancer une recherche avec le professeur Thévenot dans le CHU de Grenoble. Et ils font une démarche pour obtenir des fonds. Donc, il y a une marche
qui est organisé, que je ne dise pas de bêtises, le 17 novembre. Et le 6 décembre, on sera au Téléthon sur France 2. Et je serai là parce que je suis marraine de cette association pour soutenir cette cause. Voilà. Donc c'est une association complètement spontanée. Ce sont les parents qui ont mis ça en place. Ils sont assez dynamiques. Et jusqu'à présent, ils étaient un peu en sourdine, un peu laissés de côté, parce que forcément, débloquer des fonds pour une maladie rare, c'est moins intéressant. Et c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui... Non, ils sont venus vers moi. Et on a fait des conférences, j'ai fait une intervention. Alors, ils étaient plutôt vers Clermont-Ferrand, puis je devais y aller, mais je travaillais aussi, donc je ne pouvais pas me diviser en deux. Donc, on a fait des conférences en téléportation, j'allais dire. Non, en visio. En visio. Et voilà. Et j'espère sincèrement, et là, la marche et la participation au Téléthon, j'espère sincèrement que ça va donner quelque chose. Et puis, il y a l'association Amae, que toi, tu ne connais pas. Non. Alors, Amae, c'est une association qui est dans le 02. C'est pour les enfants, les ados en échec scolaire, en échec social, en échec scolaire. Et Amae, ça fait maintenant, c'est la 2e année où je suis engagée auprès d'eux. Et c'est une association qui va développer des activités. Ça part du théâtre, le sport, de la sophro, pour ces enfants qui sont souvent en décrochage scolaire et qui sont sortis du circuit normal. Du circuit classique et à qui on essaye de donner des chances pour pouvoir réintégrer un circuit qui leur permette de se réaliser. On va procéder à un écrémage avec des notes et moins sur les compétences. Et quand les enfants sont en échec scolaire, donc il y a l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup de choses, et puis après il y a des problèmes sociaux qui sont là, des problèmes de harcèlement, il y a pas mal de harcèlement. Eh bien, ça les sort complètement du circuit et ce qui les sauve, ce sont leurs compétences. C'est Franck Gastambide qui disait dans une interview, c'est dans Hot One, je crois, où il dit on se rend pas compte, mais en fait, toute la première partie de ta vie, t'es évalué, t'es jugé par des notes. C'est ce que je dis souvent. Il y a des enfants qui, par exemple, ont des notes excellentes et qui vont avoir peur d'un examen. C'est comme pour le permis, c'est comme pour tous ces examens qu'on nous fait passer dans tous les sens. Et puis, il y a des enfants qui sont en échec et qui ont peur de l'examen, donc ils sont déjà avant de commencer. Quand je bossais à Pasteur, je les voyais, mais la pression qu'ils étaient capables de se mettre... Ah mais c'est fou. Et la première chose que je leur dis, c'est ce n'est pas toi. Imagine une jauge avec des connaissances. On va juste te dire où tu en es sur la jauge et ce qui te reste à apprendre. C'est tout. C'est tout ce qu'on va te montrer. Donc, toi, tu ne seras jamais sur le grill. Et je trouve que devrait... Tu vois, si j'avais un truc à faire, je ferais un ministère du bien-être. On a le ministère de la santé, mais il n'y a pas le ministère du bien-être. Et là, moi, je ferais ressortir... du bien-être. Ah ben, moi, ça me... Ouais. Mais je ferais ressortir l'état de l'enfant dans la scolarisation. Parce que cette façon de noter, on oublie de rappeler que c'est juste sur la jauge des connaissances et pas l'enfant. Et au milieu de tout ça, à travers toutes ces expériences, les plateaux de télévision, les animaux, les associations, qu'est-ce qui reste pour toi les plus belles valeurs humaines, celles que vraiment toi t'affectionnes? Écoute, moi je crois assez dans l'humanité. Je suis fondamentalement humaniste. Il y a des jours où je le suis beaucoup moins. Il y a des jours où j'ai 100 ans et c'est fini. Puis il y a des jours où j'ai 20 ans, je suis humaniste. Moi. Et dans ce fil d'humanité qu'on a, pour moi, il y a un truc qui peut toujours faire renverser une situation, c'est l'amour. Ouais. Alors, ça peut paraître très plouc-plouc, très bisounours, très ce que tu veux et tout. Mais l'amour, c'est pas bisounours. C'est vraiment, quand tu fais ton boulot avec amour, tu le fais sur le timing, c'est pas pareil. Quand tu rends service à quelqu'un en mettant des sentiments positifs, c'est pas pareil. Tu vas beaucoup plus loin. Et je pense que dès qu'on met un peu d'affect dans l'humanité, dès qu'on met un peu d'attention, dès qu'on met un peu... on peut inverser les jauges, quoi. Donc, ça, c'est une valeur qui, pour moi, est importante. Est-ce que tu as des fiertés? Mes enfants 3 fois. 3 fois? Je suis une maman. Écoute,
Ouais, je trouve que c'est des petits mecs qui se débrouillent bien. Et puis, moi, je suis fière pour tout le monde. Enfin, tu vois, je n'ai pas de... Alors, tu vois, c'est vachement français quand quelqu'un fait un truc. Alors, je suis franco-brésilienne, voilà. Bon. Ouais, alors, ça, c'est hyper... Je trouve que quand quelqu'un réalise quelque chose, le premier truc, c'est, allez, on va lui balancer une petite critique. Ah, oui. Et par exemple, moi, je suis vachement fière parce que quand quelqu'un fait un truc, je dis, ouais, bravo. Et tu remarqueras... Beau match. tu remarqueras que ceux qui critiquent, c'est souvent ceux qui ne réussissent pas. Ouais, c'est ceux qui font Ou rien. qui font du médiocre. Qui font rien. Ou qui font rien. Mais non, mais j'ai... Ouais, voilà, c'est un truc dont je peux être fière, c'est que je suis pas trop casse-bonbon là-dessus. Et des regrets ? Non. Non, aucun. C'est quoi tes projets, maintenant ? La musique. Ouais. J'ai une pièce, là, qui se prépare, 2026, avec des super partenaires de jeu, qui est mise en scène par Hugo Rezeda, et qui s'appelle « Je vais le trouver si j'avais un marteau ». Voilà. Donc ça, c'est le projet 2026. J'ai des projets tout le temps. Je continue, moi. Je fais mon petit truc. Et si AB, ça continue, les sitcoms, tu continues ? Si on m'invite à venir faire un tour sur les plateaux, je le ferai avec plaisir. Ouais. Je renie jamais, je renie pas. On mord pas la main qui nourrit. Donc moi, je suis, j'ai pas honte. Tu vois, je vais te dire un truc. Dis-moi un truc. Quand j'étais à travailler pour les studios chez JLA, moi je te dis, j'étais très novice, je débarquais, et puis pour moi le monde du cinéma, c'est le monde merveilleux des superstars, des comédiens de folie, et j'étais vraiment hyper admirative de certains comédiens et certaines comédiennes françaises et tout. Et quand j'ai vu le snobisme... Quand j'ai vu le snobisme et le melon de certaines personnes, et notamment sur un tournage, je suis allée sur le tournage d'un film, j'avais un petit rôle. J'ai pas fait beaucoup de longs métrages, j'ai dû en faire 2. Et je suis allée congratuler une comédienne sur sa tenue. Je trouvais que ça lui allait tellement bien, elle était tellement belle dedans. Et en plus, c'est une comédienne que j'aimais beaucoup. Et je me suis pris un pavé, mais pavé, quoi. Je me suis pris de toute façon, tu peux pas la trouver, cette robe. Je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais un truc du genre, c'est pas... Jamais tu auras ce que j'ai, jamais, au grand jamais. Bon, et je me suis dit, mais ça c'est fou, parce que même en faisant un compliment, tu prends un vent. J'ai dit, bon, puisque c'est ça, cet univers-là, il doit y avoir des gens bien. C'est con, je vais passer à côté, mais j'ai pas très envie d'y aller. Ouais. J'ai plus envie d'y aller. Oui, donc j'ai arrêté les castings. Donc j'ai même pas critiqué les castings ou quoi. Ah mais il y a même des castings où je suis allée... j'étais assise sur le banc en train d'attendre avec mon texte à la main et tout. Et on m'a dit clairement, non, toi tu passes pas. Et j'ai dit, laissez-moi au moins être mauvaise. Ouais. Tu penses que parce que tu avais fait les sitcoms, on te bloquait la porte ? Ah, à l'époque, oui, clairement. Ouais. Ah oui, à l'époque, on m'a dit, non, toi c'est pas la peine. Toi, tu viens pas, quoi. Donc j'ai... Ok, pas de problème. C'est ça le truc, ok, pas de souci. En même temps, t'aurais pas pu parce que je te vois pas avoir le melon. Ah si, je peux avoir... Ah bon ? Si. Non, je peux... avoir le melon, je sais pas, mais je pense que c'est humain. T'es catapulté dans une sphère où on passe toute la journée à te dire que t'es super, t'es beau, t'es magnifique, on te donne tout, et au bout d'un moment, tu touches plus terre. C'est normal que t'aies le melon. Mais je trouve que ça manque d'atterrissage, tout ça. C'est dommage. C'est ça le problème. Moi, ça, je te dis, ça me rappelle que je reparle d'une époque où j'étais sur M6. Et à un moment donné, je le prenais un peu. Et je me rappelle que mes potes m'avaient chopé, mes 3 meilleurs potes. Ils m'avaient dit, alors assieds-toi 2 secondes, on va t'expliquer en fait. Le matin, tu fais la même chose que nous. Donc si tu veux qu'on continue à rester potes, tu redescends. Tu descends. Voilà. Et je suis redescendu direct. J'ai très bien compris ça sert à ça, les je préférais garder mes potes que la télé. Ça sert à ça, mais moi, je trouve ça dommage, parce que du coup, ça embarque tout le monde dans une sphère qui n'a rien à voir avec la réalité, quoi. Donc c'est dommage. Voilà, ça c'est pas mon monde. Je préfère les chevaux, les chiens, les arbres. Tu trouves que les jeunes, ils manquent de ce rapport à la nature, de ce rapport aux choses simples ? Ah oui. Oui. Ah quand tu vois... Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Qu'un gamin avait pris un poisson pané. Je rigole déjà. Oui. Non, on a demandé à un enfant de dessiner un poisson et il a fait un carré de poisson pané. Et moi, je pensais que c'était une blague. Mais c'était pas une blague. Tu passes sur le grill des Quadras
comme tout le monde. Oui, même vas-y. si t'es plus chez les Quadras, comme tu Oui, m'as dit. mais c'est pas grave, je suis passée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'était il n'y a pas longtemps. C'est toi qui l'as dit, moi je dis pas l'âge. Non, t'inquiète. Donc le grill des Quadras, 5 Vas-y. questions. Tu me réponds en un mot. C'est des questions sur nos souvenirs d'enfance, en un mot ou plus, si tu veux en dire plus. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque. Ah, les soucoupes volantes. Quoi? Les soucoupes volantes. Les soucoupes volantes. Avec la poudre acidulée. à Ah, l'intérieur. t'appelais ça les soucoupes volantes? Bah, c'est des Moi j'appelais ça soucoupes. les capsules. Je sais pas pourquoi. Mais non, C'était- c'est une soucoupe. C'était C'est- hyper acide. Une soucoupe. D'accord. Oui. Le truc, Oui, ça fout. on aurait dit et que c'était après- dans du papier. Ah là, ça piquait grave la langue, ça. L'émission de ton enfance ou la série qui a disparu et qui te manque. Ah, Colombo. Colombo, ouais. Bah ouais, je sais pas. C'était un truc qu'on regardait Peter ensemble. Falk. Ouais. Et du coup, on savait bien qui avait tué. Et ça On m'énerve. savait- Alors, c'est fou savait parce que tout. c'est la seule série où tu le savais, mais tu regardais quand même. Alors que les autres, quand tu sais le tueur dès le début, tu regardes pas. Oui, voilà. Mais là, tu sais, tu as vu, tu comprends et tu te dis, c'est encore plus fort que... parce que tu te dis, quel est le chemin qu'il va prendre pour pouvoir retrouver... Ben c'est ça. Mais il y a même eu, et c'est arrivé en France, il y a eu un fait divers il y a quelques années, un couple d'amants et maîtresses, ils ont tué le mari en s'inspirant d'un épisode de Colombo. Ah la vache, ouais. Non, Avec là, une c'est- histoire d'alter. Et c'est la gendarme qui enquêtait sur le truc qui se dit, mais J'ai on déjà vu dirait, ça. j'ai dit, exactement, cette histoire est vraie. C'est arrivé en France. Oh merde. Ils Pardon, ont reproduit, excuse-moi, ils ont mais, reproduit le meurtre qu'ils avaient vu dans Colombo. Ah, c'est grave. C'est véridique. Les gens sont graves. Un truc que disaient tes parents qui te saoulait mais que t'appliques quand même aujourd'hui. On a toujours le choix. C'est vrai qu'ils avaient raison. On a toujours le choix. Ça t'énerve. Ça m'énerve, mais on a toujours le choix. J'ai pas le choix. Si, Eh si. oui. Ah, mais j'ai été obligée de... Non, on a toujours le choix. C'est une belle philosophie. C'est vrai. Un adjectif pour qualifier la génération Z, les 20-30 ans. Ouais, courage, quoi. Courageux, tu les trouves courageux? Ouais. Quand t'étais petite, tu te voyais faire quoi à 40 ans? Espionne. Espionne? Mais grave, je te vois bien plus. Je viens de t'imaginer dans un rôle d'espionne. Mais oui, moi je voulais faire. J'étais partie pour faire les relations internationales, Sciences Po et compagnie. Et je voulais faire de la diplomatie. Ah oui, donc plus espionne version bureau des légendes, pas espion James Bond, quoi. Ah, les deux. Un peu des deux. Ouais. Un peu des deux. Ouais. Eh ben écoute, on saura que tu aurais voulu être espionne. Merci beaucoup, Lali. Je te remercie, Camille. J'ai vraiment été très heureux de te Moi aussi. recevoir. C'était un échange très sympa, très doux, Ouais. très apaisant. Et c'est bien, je suis heureux de te découvrir aussi, autre que l'idole des Quadras que tu es pour nous. Donc merci beaucoup, Lali. Je rappelle qu'on peut retrouver donc ton premier single, Dernier baiser, donc, qui est sorti. Oui. Voilà. Et le prochain sort le 14. Il s'appelle Matador. Il s'appelle Matador. Je suis tombée de haut, d'accord, les ailes déployées devant tes faux airs de Matador. Mon cheval est tombé. J'aime bien Matador. J'aime Le pull Matador. Le pull voilà. Matador, dernier baiser, on est bien. Merci mille fois d'être venu. Merci à vous les Quadras. Merci de continuer à suivre, à liker, à vous abonner, à commenter. C'est un truc de dingue, ça monte de plus en plus. Parce que c'est grâce à vous que Quadras existe. Merci encore Lali. On se Merci. retrouve très vite les Quadras. Ciao. Bisous.